Alors, j'aimerais tout d'abord remercier le comité d'organisation, tous les participants, vraiment pour l'intérêt accordé au bureau du rapport sur le développement humain. Alors, ça avait un très grand plaisir qu'on va parcourir ensemble le rapport, les grandes lignes et passer un peu en revue tout ce que cela représente pour la région et plus précisément pour Haïti. Alors là, je vais partager mon écran. Alors, le rapport intitulé Une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut noter que ce rapport arrive à un moment très important, un moment où les enjeux, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle, occupent de plus en plus la sphère médiatique, politique, économique et sociale, pour ne citer que ces éléments. Alors, comme l'a souligné le directeur Pedro lors du lancement du rapport le 6 mai dernier, le rapport invite tout et chacun à des questionnements sur le développement humain, les différents progrès que nous avons réalisés en matière de développement humain et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut représenter dans ces efforts que nous sommes en train de mener. Et puisque le développement humain consiste à donner aux individus la liberté de choisir la vie qui les tient à cœur, l'IA peut offrir aux individus plus de choix, mais la façon dont nous allons utiliser ces outils va vraiment déterminer les progrès que nous pouvons réaliser. L'avenir n'est pas figé, il est plus ouvert que jamais. Ce que nous faisons aujourd'hui va certainement orienter cet avenir de manière significative. Donc, plutôt que d'essayer de prédire ce qui va se passer, le rapport procède autrement. Le rapport s'interroge plutôt sur les choix qui peuvent se faire pour que de nouvelles voies de développement pour tous les pays pointent à l'horizon, aidant ainsi tout un chacun à s'épanouir dans un monde aux côtés de l'intelligence artificielle. Le rapport dresse un tableau un peu mitigé en ce qui concerne le développement humain. Bien avant de continuer, il faut noter que le développement humain est reflété à travers l'indice du développement humain qui prend en compte 3 piliers fondamentaux. Nous avons l'espérance de vie à la naissance. Combien d'années une personne née dans un pays X à une période T peut espérer vivre. Nous avons le revenu par habitant. Nous avons également l'éducation qui prend en compte des éléments tels que la durée moyenne de scolarisation et la durée attendue de scolarisation des individus. La durée attendue de scolarisation, bien entendu, qui reflète le nombre d'années qu'une personne espère rester dans le système éducatif. Donc, lorsqu'on prend tous ces éléments en commun, on a ce qu'on a l'indice de développement humain. Et l'IDH est compris entre 0 et 1. Une valeur proche de 1 signifie que nous avons un niveau de développement humain élevé. Par contre, une valeur qui se rapproche de 0 signifie que nous avons un niveau de développement humain assez faible. Alors, lorsqu'on observe les tendances de l'IDH au fil du temps, on observe que l'humanité a connu une croissance soutenue de l'indice au fil des années jusqu'à la pandémie. À partir de la pandémie, nous avons une phase de baisse jusqu'en 2021. On a une reprise juste après. Mais malheureusement, la reprise, bien que accélérée plus ou moins, n'a pas encore atteint le niveau qui était censé obtenir l'IDH avant la pandémie. Et cela montre que les blessures qui ont été causées par les réveils mondiaux de 2020-2021 restent ouvertes
et la reprise est lente. Et bien que le niveau de l'IDH en 2023 a atteint un niveau assez élevé, malheureusement, le niveau n'est pas encore satisfaisant comparativement au niveau idéal qui était censé être atteint par l'indice de développement humain. Eh bien, cette lenteur 2023-2024 devient une normalité. Eh bien, le monde ne sera pas retardé de quelques années, mais plutôt de décennies. Toujours en ce qui concerne les tendances globales de l'IDH, nous avons mesuré l'inégalité en matière d'indices entre pays à IDH très élevé et pays à IDH faible. Et ce qu'on constate, c'est que ces inégalités se réduisaient au fil du temps jusqu'à la pandémie, comme on peut le constater sur cette figure. Malheureusement, depuis 2019-2020, eh bien, on a une augmentation de ces inégalités, ce qui signifie qu'on se dirige vers un scénario moins idéal. Alors, bien que l'IDH global augmente, il faut vraiment se rassurer que la distribution de cette croissance soit vraiment équitable, c'est-à-dire que les pays à IDH faible ou les pays pauvres ou en développement, aussi bien que les pays développés, avancent de façon équitable. En ce qui concerne les pays en développement, l'Amérique latine et les Caraïbes, le constat est le même. On a des baisses en 2020-2021 au niveau des Caraïbes. Ensuite, une phase de croissance à partir de 2022. En 2023, l'indice a atteint 0,783 en Amérique latine et les Caraïbes. Haïti a fait des progrès assez remarquables. On note qu'entre 1990 et 2023, l'IDH est passé de 0,461 à 0,554, soit une progression de plus de 20%, ce qui est vraiment à encourager, ce qui est vraiment remarquable. Cela signifie que malgré tout les défis, eh bien, Haïti progresse vers la bonne direction. Une question qu'on pourrait se poser, c'est le lien entre l'intelligence artificielle et le développement humain. Eh bien, pour comprendre ce lien, le bureau a lancé une enquête où plus de 21 000 personnes ont été interrogées à travers le monde, une vingtaine de pays. Et ces pays-là, de façon générale, utilisent 36 langues. Et tout cela représente autour de 63% de la population mondiale. Donc, ce qui signifie que l'enquête était plus ou moins représentative de l'architecture mondiale. Eh bien, qu'est-ce que l'enquête révèle? L'enquête révèle qu'un répondant sur 5 utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et 2 tiers des pays prévoient d'utiliser l'IA dans les domaines tels que l'éducation, la santé et le travail. Ces 3 domaines sont les piliers fondamentaux du développement humain. Cela est très intéressant parce que cela montre que si nous faisons du bon choix, si nous faisons des investissements adéquats, idéaux, eh bien, l'IA pourra contribuer à développer nos systèmes éducatifs, nos systèmes sanitaires, à améliorer la productivité des travailleurs. Tout cela va contribuer à améliorer notre indice de développement humain. Au niveau de la santé, par exemple, nous avons l'espérance de vie à la naissance qui est étroitement liée aux questions de santé. Une personne en bonne santé pourra vivre longtemps. Au niveau du travail, nous avons l'amélioration de la productivité. Cela contribuera à augmenter les revenus. Alors, lorsqu'on compare les pays à IDH faible, moins, et les pays à IDH très élevé, eh bien, on constate qu'en matière d'utilisation récente d'outils alimentés par l'IA, eh bien, les pays à IDH faible, parmi ces pays, nous avons autour de 14% des répondants qui ont utilisé l'IA récemment. Mais en termes d'attente,
à savoir est-ce que il y a combien de pourcents de la population qui pense utiliser l'IA dans un an, et bien nous avons 66%. Par contre, au niveau des pays à IDH très élevé, nous avons 19% contre 45,9%. Cela est très intéressant. Cela montre qu'au niveau des pays en développement, eh bien que l'utilisation actuelle ne soit pas assez élevée, eh bien, nous avons un fort intérêt, nous avons un fort engouement autour de l'utilisation des outils alimentés par l'intelligence artificielle. Eh bien, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau des pays développés, nous avons un pourcentage assez faible par rapport aux pays en développement. Eh bien, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme par exemple le fait que ces pays ont déjà un système numérique, des infrastructures assez développées. Eh bien, ces pays ne voient pas, par rapport aux pays en développement, assez d'utilité. Bien que l'utilité existe, mais par rapport aux pays en développement, eh bien, les pays en développement voient en l'IA des facteurs fondamentaux qui puissent contribuer à leur développement. Par contre, au niveau des pays développés, nous avons des indicateurs économiques, sociaux et ainsi de suite. Tous ces facteurs-là ont plus ou moins atteint un niveau satisfaisant par rapport aux pays en développement. Eh bien, au niveau des pays en développement, nous avons un message ici qui est très intéressant. Il s'agit notamment au niveau des politiques, puisqu'on a un intérêt au niveau des individus en ce qui concerne l'utilisation future de l'IA. Nous avons vraiment au niveau des politiques un message fort, à savoir les investissements adéquats et utiliser cette opportunité pour assurer une transition numérique assez efficace. Donc, il est très logique de donner aux gens plus de contrôle sur l'IA, d'autant plus qu'il la prévoit à prendre une place de plus en plus importante dans leur vie. Toujours en ce qui concerne l'utilisation présente et future des outils alimentés par l'IA, l'enquête révèle que les individus prévoient utiliser l'IA à la fréquence et le domaine dans lequel les individus prévoient utiliser l'IA dépend bien entendu du secteur dans lequel ces personnes se trouvent. Au niveau des étudiants, les étudiants prévoient utiliser plus l'IA dans le domaine de l'éducation. Au niveau des travailleurs, nous avons beaucoup plus dans le cadre du travail. Nous avons Xavier qui a mentionné qu'il a utilisé 6 outils alimentés par l'IA et bien entendu c'est dans le cadre du travail. Voilà, au niveau des travailleurs, nous avons plus ou moins au niveau des divertissements et au niveau des retraités pensionnés, leur souci premier c'est les questions sanitaires. Donc ces personnes-là prévoient utiliser l'IA plus pour répondre à leurs besoins sanitaires. Eh bien, au niveau des institutions, on a un rôle majeur ici à jouer, c'est de faire en sorte que le développement de l'intelligence artificielle contribue à répondre aux besoins des individus en fonction de leurs priorités. Alors, nous avons une série de questionnements soulevés dans le rapport. Parmi ces questionnements, nous avons la question de savoir est-ce que l'IA représente une menace pour la capacité d'agir humaine ou est-ce que l'IA représente un outil d'automatisation? Eh bien, pour cela, nous avons mesuré les changements attendus dans la proportion des personnes déclarant avoir le contrôle de leur vie grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des jeunes, notamment dans les pays à IDH faible ou moins, eh bien, la plupart des jeunes pensent que l'IA les rendra plus autonomes, c'est-à-dire l'IA ne représentera pas de menace sur les capacités d'agir. Par rapport aux personnes les plus âgées, au niveau des personnes les plus âgées, on a plus ou moins une vision un peu pessimiste par rapport aux jeunes. Par contre, il y a plusieurs exemples qui montrent les biens âgés. Nous avons les éléments tels que les assistances pour les sous-titres, les aides à l'écoute, les traductions,
ainsi de suite. Nous avons vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent contribuer à assurer l'autonomisation des personnes âgées. Alors, nous avons parlé des bienfaits de l'IA, nous avons abordé beaucoup d'éléments intéressants. Il est aussi important qu'on prenne en compte les facteurs qui peuvent aller dans le sens opposé. Et il s'agit notamment de la question de la santé, du bien-être émotionnel, du bien-être mental des jeunes. Eh bien, nous avons le score moyen de quotient de santé mentale, qui n'est autre une mesure du bien-être mental, émotionnel des personnes. Eh bien, dans le temps, nous avions une courbe en forme d'U, où, au niveau des extrêmes, nous avons les jeunes à gauche et les personnes âgées à droite. Eh bien, ces deux catégories de la population avaient des scores de santé mentale élevés par rapport aux personnes qui se trouvaient autour de la quarantaine, cinquantaine. Eh bien, ce constat était présent depuis des décennies, mais depuis une dizaine d'années, eh bien, nous avons plutôt une diagonale on peut le constater sur la figure, où on constate que les jeunes ont un quotient de santé mentale plus faible que les autres catégories de la population. Il faut souligner que ce constat est plus présent au niveau des pays développés par rapport aux pays en développement. Il est important de mentionner cela parce que bien qu'on ne fait pas ce constat, ce constat n'est pas assez clair au niveau des pays en développement, il faut bien communiquer ces messages-là pour que lorsqu'on développe les outils, les politiques liées à l'intelligence artificielle, eh bien qu'on prenne en compte ces facteurs-là en compte. Parce que parmi les éléments qui pourraient expliquer la dégradation de la santé mentale, notamment au niveau des jeunes dans les pays développés, eh bien, nous avons l'accès excessif, l'utilisation excessive des réseaux sociaux, des smartphones, des tablettes, ainsi de suite. Donc, tout cela joue de façon négative sur leurs émotions. C'est pourquoi l'aide numérique pourrait être en train de remodeler le paysage émotionnel des jeunes. Donc, on a une politique d'intelligence artificielle qui est en place, on a des efforts qui sont menés, on a assez de bons signes, mais il faut prendre en compte ces éléments-là, parce que ces éléments peuvent intervenir comme des perturbateurs qui peuvent ralentir notre progrès. Parmi les questionnements, nous avons les attentes, notamment au niveau du monde du travail. Est-ce que les gens s'attendent à plus d'automatisation, en d'autres termes, remplacement, ou à plus d'augmentation? Eh bien, dans l'enquête, nous révélons que quelles que soient les professions et les niveaux d'IDH, eh bien, les personnes interrogées s'attendent à ce que l'IA automatise et augmente le travail. Mais les attentes sont plus élevées en termes d'augmentation, c'est-à-dire l'IA doit intervenir comme des compléments qui puissent leur permettre de bien mener leurs activités, de renforcer leur productivité. Et l'exemple de Xavier montre effectivement comment l'IA peut contribuer à renforcer la productivité des individus. Alors, la réalisation de cet objectif dépend des politiques qui favorisent la collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Si nous nous trompons en remplaçant trop rapidement les travailleurs par une IA qui est peu performante, eh bien, nous risquons des revers à court terme et des inégalités à long terme. Donc, une solution consiste à créer des politiques fiscales qui encouragent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour stimuler le travail humain et pas seulement pour supprimer des emplois. Et avant de terminer avec la conclusion, les messages clés du rapport et ce que cela représente pour Haïti, eh bien, un questionnement important, c'est de savoir la voie que l'intelligence artificielle reflète. Est-ce que l'intelligence artificielle
reflètent réellement la voix des pays qui les utilisent, ou plus les pays qui les ont mis en place, ont mis ces outils en place. Un exemple est ChatGPT. Je crois la plupart des personnes dans cette salle ont au moins utilisé ChatGPT une fois. Donc, lorsqu'on mesure la corrélation ou le lien entre l'utilisation de ChatGPT et les valeurs et les modèles culturels des pays, et on compare les pays à IDH faible et les pays à IDH moins élevé et très élevé, eh bien, on constate une forte corrélation ou un fort lien parmi les pays développés par rapport aux pays en développement. Cela montre simplement que les réponses que ChatGPT produit, ces réponses-là ont tendance à s'aligner plus étroitement sur les modèles et les opinions culturelles, les opinions et les modèles culturels des populations des pays à IDH très élevés. Eh bien, cela peut s'expliquer de façon simple. Nous avons ces modèles-là qui sont développés par ces pays développés. Eh bien, ces pays-là vont développer ces modèles, ces outils, en prenant en compte leurs réalités sociales, culturelles, économiques, historiques, ainsi de suite. Eh bien, on a un message très important qui est là. Le message est qu'il est essentiel de développer des modèles qui reflètent nos réalités socioculturelles et historiques. Il faut qu'on soit en mesure de mettre en place des modèles qui puissent refléter nos réalités. Parce qu'actuellement, nous ne sommes que des utilisateurs de ces outils, alors que ces outils-là sont développés en prenant en compte les réalités des pays qui les ont mis en place. Donc, il faut qu'on arrive à nous-mêmes à mettre en place des outils qui reflètent nos réalités. Et donc, la jeunesse de la population haïtienne, ainsi que son esprit entrepreneurial, peuvent jouer un rôle fondamental dans cette transformation, bien entendu avec le soutien de l'État et du secteur privé. C'est pourquoi les initiatives telles que le Conseil national du numérique et de l'intelligence artificielle d'Haïti ou le fonds de l'IA dont a fait mention son Excellence sur le gouverneur de la BRH sont vraiment à saluer et à vivement encourager. Alors, le message, le rapport conclut avec 3 domaines clés pour aider l'intelligence artificielle à soutenir le développement humain. Premièrement, il faut construire une économie de complémentarité. Au lieu de remplacer les humains, l'IA devrait travailler à leur côté. Les politiques devaient encourager les personnes et l'intelligence artificielle à collaborer afin de stimuler la productivité et de soutenir le travail décent. Cela signifie qu'il faut utiliser l'IA de manière à créer des retombées positives dans l'ensemble de l'économie, à aider les travailleurs à s'adapter et veiller à ce que personne ne soit laissé compte. Deuxièmement, il faut guider l'innovation avec intention. L'IA doit être développée en tenant compte des personnes dès le départ et non pas après coup. L'innovation doit concilier profit et l'intérêt social en veillant à ce que les outils d'IA aident les gens, non seulement en automatisant les tâches, mais aussi en améliorant la créativité et la résolution des problèmes. Enfin, il faut investir dans les compétences et le soutien adéquat. Pour prospérer dans un monde régi par l'IA, les personnes ont besoin des outils et de l'éducation adéquats. L'IA peut contribuer à personnaliser l'apprentissage et les soutiens dans plusieurs domaines tels que les soins de santé. Mais les risques tels que les préjugés, la protection de la vie privée doivent être gérés. Dans le même temps, l'IA peut ouvrir de nouveaux emplois qui nécessitent un contact humain. Enfin, qu'est-ce que tout cela représente pour Haïti? Eh bien, on a un très fort potentiel en Haïti. Nous avons une population jeune et dynamique. Nous avons un écosystème numérique émergent. De plus en plus de personnes ont accès au digital, aux outils numériques, à l'intelligence artificielle. Nous avons un intérêt grandissant pour l'innovation technologique. Lorsqu'on prend tous ces facteurs-là en compte, eh bien, on a une base solide que Haïti puisse profiter vraiment de
cette révolution. L'IA peut aider Haïti dans plusieurs domaines, notamment les réponses aux catastrophes, l'agriculture, l'éducation, les soins de santé, ainsi de suite. Pratiquement tous les domaines clés de l'économie pourront être positivement affectés si bien sûr nous faisons des bons choix. Il faut des investissements stratégiques dans les secteurs tels que les compétences numériques, les infrastructures, la gouvernance et l'entrepreneuriat. Tout cela peut offrir à Haïti une opportunité unique qui va permettre au pays de façonner une voie de développement résiliente, équitable et tournée bien sûr vers l'avenir. Et bien cela conclut la présentation. Vous pourrez scanner le QR code qui vous l'amènera sur le site où vous pourrez télécharger le rapport ainsi que d'autres produits dans diverses langues. Merci pour le temps et la parole je vais donner. Merci bien, M. Zandi. Merci pour la présentation. On sait que le PNUD avait prévu d'atteindre les ODD d'ici 2030, surtout l'élimination de la pauvreté. Mais le choc Covid, on n'avait pas prévu l'Ukraine, on n'a pas prévu ce qui se passe actuellement au niveau du Moyen-Orient. Est-ce que l'IA peut représenter un accélérateur pour retourner sur la voie, même si on ne devait pas atteindre les ODD en 2030? Comment l'IA pourrait aider et surtout les pays à IDH faible? Alors, oui, actuellement nous parlons des révolutions du numérique, révolution de l'intelligence artificielle. Eh bien, cette révolution-là avance à grands pas. Au niveau des pays en développement, eh bien, nous avons une base solide, notamment la jeunesse et le dynamisme de la population, qui peut vraiment permettre de guider, de diriger ces avancées en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Avec le partage des connaissances, eh bien, nous pourrons faire des avancées positives. Bien entendu, tous les secteurs liés aux EDD ne pourront pas forcément être atteints au même niveau, mais des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, vraiment tous ces secteurs clés-là pourront être impactés positivement. Nous avons une large population qui étudie aussi bien au plan national qu'international. Beaucoup de jeunes retournent au niveau de leur pays pour contribuer à leur développement. Et lorsque ces jeunes partent à l'extérieur, eh bien, ces personnes-là rentrent en contact avec des outils plus à jour, avec la compétence, la connaissance nécessaire. Lorsque ces personnes-là reviennent, eh bien, ces personnes-là pourront contribuer efficacement à faire avancer les choses au niveau de leur pays. Et bien entendu, la question de gouvernance est assez importante parce que le risque que pourrait poser l'intelligence artificielle, c'est notamment le développement des outils alimentés par l'IA dans le domaine de l'armée, par exemple. Eh bien, une guerre qui est basée sur l'intelligence artificielle, eh bien, pourra assez être catastrophique pour l'humanité. C'est pourquoi il faut parallèlement développer une bonne collaboration. Il faut une très forte collaboration au niveau des politiques pour qu'on puisse, à l'échelle régionale et internationale, être à mesure de résoudre nos problèmes avec les moyens qui ne vont pas nécessairement liés, qui ne vont pas nécessairement conduire à des pertes humaines de façon à grande échelle. Et cela vraiment va constituer vraiment un effet de ralentissement très énorme. Patrick, je sais que tu as une question, mais on fait appel à Guy Etienne et Franz Mathias de nous retrouver sur le podium. Oui, et juste avant d'arriver avec la question, je rappelle que nous sommes en direct sur les pages suivantes: BRH, Chocarella, Profine, Groupe Croissance, Juno 7,
Magic 9, Ticket Magazine, Nouvelliste et Télé 20. Donc, si vous êtes sur les réseaux, impossible de nous manquer. Et oui, monsieur Zakaria et Zundi, ma question est la suivante. On assimile beaucoup l'intelligence artificielle à perte d'emploi et surtout que le rythme auquel les emplois sont créés ne sont pas vraiment proportionnels à la quantité de travailleurs qui arrivent sur les marchés du travail. Donc, et comment arriver à concilier ce gap? Est-ce que l'intelligence artificielle va exacerber ce gap ou plutôt va contribuer à créer une certaine proportionnalité entre création d'emplois et demandeurs d'emploi? Et surtout, nous savons que les pays du Sud ne sont pas en reste par rapport aux pays du Nord. Alors, très bonne question, merci. Eh bien, la question est en lien avec le thème même du rapport qui parle de question de choix. En fait, nous avons l'intelligence artificielle qui est présente et nous sommes, disons, condamnés à vivre avec l'IA. La question, c'est de savoir quel type de politique nous allons mettre en place. Eh bien, s'il s'agit d'une politique qui se base uniquement sur l'augmentation de la productivité, eh bien, étant donné que l'intelligence artificielle est beaucoup plus performante que l'être humain, eh bien, si nous mettons beaucoup plus l'accent sur ces éléments et nous oublions l'aspect humain. C'est pourquoi le lien entre l'IA et le développement humain est très important. Il faut qu'on introduise de l'humanité dans l'intelligence artificielle. C'est pourquoi lorsqu'on développe ces outils, eh bien, pas seulement prendre en compte les ingénieurs, ainsi de suite, mais il faut prendre en compte plusieurs facteurs, même la psychologie, ainsi de suite. Donc, les choix que nous allons opérer au niveau politique va déterminer l'impact que l'intelligence artificielle aura sur nous. Bien entendu, certains postes pourront être supprimés, mais avec de bonnes politiques, avec une bonne stratégie, et bien beaucoup d'autres postes pourront être créés, notamment dans le domaine du développement des outils IA, par exemple, ou des emplois qui sont, disons, où il y a une complémentarité entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc, je pense que toutes les questions vraiment de choix, toutes les questions de politique, il faut qu'on réfléchisse en fonction des réalités qui sont présentes à nous, à mettre en place des politiques où l'IA représentera un complément plutôt qu'un remplacement pour nous. Au niveau des pays développés, nous avons un déclin de la population. Donc, bien que l'IA contribue à supprimer les emplois, du fait qu'on a un déclin de la population au niveau des pays développés, eh bien, l'impact, disons, n'est pas assez large par rapport à si on a un même scénario au niveau des pays en développement où on a une forte population, une population grandissante. Merci beaucoup, M. Zondi, pour votre temps et surtout pour le rapport qui concerne particulièrement l'IA. Donc, on va réagir maintenant à ce rapport. Nous avons avec nous Guy Etienne, connu comme le loup blanc de l'éducation de qualité, parce que c'est très important. Et on aura également Franz Mathias qui aura à intervenir sur un petit peu l'histoire de l'Infotel. Guy Etienne, économie de complémentarité, innovation, IA, comment peut-on voir ces piliers dans l'économie haïtienne aujourd'hui? Bon, il faudrait commencer par dire comment voit-on ces piliers dans la formation des jeunes pour intervenir dans l'économie haïtienne. C'est important de préparer les jeunes pour répondre à ces besoins de développement parce que malheureusement nous avons un système éducatif qui généralement prépare des jeunes en dehors des besoins réels de développement. Et là, nous pensons que l'introduction de la technologie, particulièrement de l'IA, peut servir à préparer ces jeunes pour qu'ils deviennent de vrais acteurs de changement dans la société. On parlait de marché de l'emploi. Est-ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui les jeunes pour entrer dans les entreprises et donner des résultats? Comment la relation entre le marché du travail et le secteur éducatif?
encore une fois, il faudrait réorienter le système éducatif. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on regarde les grandes entreprises actuellement, et quand ils veulent faire appel à des spécialistes, à des experts, ce sont des experts étrangers, ce sont on importe des cerveaux. Il faudrait donc que, effectivement, nous arrivons à préparer ces jeunes vers l'emploi. Tout à l'heure, M. Michon disait qu'il a visité les jeunes de 8-9 ans qui sont en train de faire la programmation sur l'intelligence artificielle. Et à une question qui leur a été posée, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il répond ingénieur informaticien. Là, à l'école, nous les entraînons justement à vivre la disparition de certaines professions, de certains métiers, et l'émergence de nouvelles professions. Donc, il faut les préparer et les orienter très tôt vers un choix de carrière. Et pour nous, la technologie est un support, l'IA est un support, et surtout leur faire comprendre que l'IA ne peut pas les remplacer. L'IA peut les accompagner, ils doivent pouvoir utiliser l'IA, mais pas permettre à l'IA de les remplacer. Et par exemple, on a eu un débat avec ces jeunes sur cette question justement. Quel est le rôle de l'IA dans l'émergence des nouvelles professions? Est-ce que l'IA peut un jour les remplacer? Il y a un tout petit de 8 ans qui dit non, l'IA ne pourra pas nous remplacer parce que c'est nous qui créons l'IA. Déjà à 8 ans, il dit, c'est nous qui créons l'IA. Et il va plus loin et il nous dit, quand on regarde par exemple une IA, l'IA peut prendre conscience, mais l'IA n'a pas de conscience. L'IA peut prendre conscience, ça veut dire que si on le programme pour une température, pour réagir à un fait, à un facteur physique, dès que ce facteur atteint ce niveau-là, il va réagir. Donc l'IA prend conscience de ce facteur. Mais face à un enfant en difficulté, l'IA ne peut pas intervenir. Donc l'IA n'a pas de conscience. Et donc c'est ce type de travail que nous devons faire avec les jeunes pour l'émergence des nouvelles professions, pour un développement irréversible d'Haïti. Oui, justement, M. Etienne, pour y parvenir, quels sont les verrous à faire sauter, notamment dans le système éducatif que nous avons actuellement? Premièrement, c'est la formation des responsables d'établissements scolaires. Parce qu'on peut vouloir introduire ces nouvelles technologies dans les écoles, si le responsable d'établissement scolaire n'y croit pas, il sera justement un blocage. Deuxièmement, il faut préparer les enseignants à accepter qu'ils ne savent plus tout, qu'ils ne sont plus des débiteurs de savoir qui viennent donner tout aux enfants. Il faut les transformer en coach, en guide, en accompagnateur. Parce que, au fait, les enfants, avec cette technologie, les informations sont disponibles, mais que faire de ces informations-là? Donc il y a une formation assez spéciale, assez spécifique qu'on doit faire avec les enseignants. Et il faut aussi une politique publique du ministère de l'Éducation ou de l'État. Parce que on peut tout mettre en place. Qu'est-ce qui peut arriver comme problème? Quand nous prenons par exemple nos enfants qui utilisent énormément la technologie. Je ne suis pas gêné de le dire, au contraire, je suis fier de le dire. Mes élèves me dépassent. Et déjà à l'école, quand ils dépassent nos compétences, on les envoie aux examens, un examen officiel. Voilà un verrou qu'il faut faire sauter. Les examens officiels tels qu'on les organise actuellement. Vous savez, ça peut vous choquer de m'entendre dire que certaines fois, je dis, nous sommes obligés de dire à nos élèves, si aux examens officiels, on vous pose telle question, voilà comment vous devez répondre pour réussir, tout en sachant que ce n'est plus ça. Donc voilà un verrou important, la réorganisation du système éducatif pour aller vers un autre type d'évaluation. On ne pourrait même plus parler d'examen, il faudrait une évaluation pour prendre des décisions après. On sait bien que ça coûte beaucoup, très cher, pas vrai, pour les examens du bac de 9e année.
Donc on aurait pu prendre cet argent et mettre dans le fonds IA et avoir d'autres évaluations beaucoup plus modernes. Ouais. Franz Mathias, un vieux de la vieille, ouais. Juste avant Kessner, de passer à M. Mathias. Et quand on parle du collège 4 Pressoir et professeur Etienne, donc le collège 4 Pressoir fait figure de pionnier de par la formation qui est dispensée et de par des initiatives comme l'Expo Science. Donc on dirait même qu'on parle d'une marque déposée. Donc, est-ce que vous pouvez présenter pour nous le modèle 4 Pressoir? Qu'est-ce qui le rend si à part? Bon, je ne sais pas si le collège 4 Pressoir est à part. Le collège 4 Pressoir pose les problématiques. Vous parlez de jeunes de 8 ans, de 9 ans qui utilisent l'intelligence artificielle, qui sont en train de faire de la programmation. Donc, ce n'est pas monnaie courante. On ne va pas aller dans 20 écoles, 30 écoles en Haïti, on va trouver ça. Oui, nous sommes d'accord, mais je le dis tout de suite, ces jeunes qui utilisent ces programmations d'intelligence artificielle ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils sont seulement placés dans un système qui stimule leur intelligence. Et donc, au Collège 4 Pressoir, ce que nous faisons, nous avons depuis Infotel d'ailleurs. J'ai été content de me voir dans une photo à Infotel. Nous avons toujours pris la décision que l'école ne devrait plus être l'endroit où les enfants apprennent par cœur, récitent une leçon, obtiennent une note et oublient après ce qu'ils ont étudié. Nous ne voulions plus, nous avons vraiment décidé de nous détacher du principe que les professeurs écrivent les dissertations pour les élèves, qu'ils apprennent par cœur et qu'ils récitent, sans comprendre qu'on est en même temps en train d'écraser la personnalité de l'enfant en lui demandant de réciter l'opinion d'un professeur. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire du Collège 4 Pressoir un moteur de développement et un moteur de développement à partir d'une éducation fonctionnelle, d'une éducation appliquée, d'une éducation qui répond à des besoins. Évidemment, ceci nous a pris énormément de temps parce qu'il fallait préparer les professeurs. Je me rappelle la première année où on a décidé d'organiser l'Expo Science, il y a une trentaine d'années de cela. Il y a des professeurs qui n'y croyaient pas et qui ne voulaient pas. Il fallait les convaincre. Ne pas les renvoyer parce qu'ils avaient des connaissances, ils avaient des compétences, mais il fallait maintenant changer leur attitude en tant qu'enseignants. Et donc, au collège, ce que nous faisons, nous préparons les jeunes pour poser les problématiques de la société. Par exemple, vous parliez d'Expo Science. Ce que nous faisons depuis une trentaine d'années, nos élèves n'ont quasiment plus d'examen en sciences expérimentales traditionnelles, type que savez-vous de résoudre telle équation, résoudre tel problème. Non. Dès le début de l'année, nous leur demandons d'identifier une problématique de la société et à travers leur cours d'élaborer des projets présentant des solutions à ces problématiques. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui pensent que c'est révolutionnaire. Nous pouvons vous dire que dès le mois de novembre au plus tard, nous invitons les élèves à se mettre ensemble et à choisir leur examen de fin d'année. Donc ce n'est pas à l'enseignant de donner un examen de fin d'année, c'est à l'élève de choisir son examen de fin d'année avec des critères. Son examen doit répondre à l'élaboration de solutions d'une problématique identifiée. Et en même temps, ce que nous faisons, nous apprenons à nos élèves à travailler en groupe. Ce qui veut dire qu'ils passent leur examen ensemble. Qu'est-ce que nous avons appris quand nous étions à l'école? Quand nous passions un examen, il fallait cacher pour que le voisin ne voit pas. Je ne veux pas dire pour autant qu'il faut permettre aux voisins de regarder ce qu'on écrit. On ne veut pas encourager la tricherie, mais on préfère les mettre ensemble. Qu'ils pensent ensemble, qu'ils conçoivent ensemble un projet et aussi et surtout qu'ils réussissent ensemble. Et là, par exemple, maintenant... Merci.
nous sommes actuellement en train de vivre une situation, d'ailleurs à la salle Ginger, vous allez les rencontrer. Nous préparons des entrepreneurs qui apprennent à se mettre ensemble pour réussir. Ils ont créé des entreprises. Et ils sont au stade maintenant de faire enregistrer leur entreprise au ministère du Commerce, mais comme ils sont mineurs, ils ne peuvent pas le faire. C'est donc leurs parents qui le font. Et ils demandent aux parents de faire un acte notarié pour spécifier que ce sont eux les propriétaires de cette compagnie-là. De telle sorte que dans 10 ans, ils pourront reprendre leur compagnie et devenir de vrais entrepreneurs, des développeurs de projets pour Haïti. Voilà ce que nous faisons au Collège Catz-Bressois. C'est un peu à part. C'est très à part. Merci beaucoup, Guy Etienne. On peut reconnaître dans la salle les élèves de Catz-Bressois. Mettez-vous debout. Les jeunes poussent. Voilà. Et donc, parmi eux, il y en a plein qui me dépassent. En informatique, en technologie, ils me dépassent. Merci. Souvent, je leur demande des conseils, par exemple. Dois-je vous dire qu'il n'y a pas exclusivement ici, il y aura des activités dans d'autres salles avec EZI et Catz-Bressois. Allons vite, rapidement, pour qu'on puisse vous libérer pour aller dans les autres salles. On va terminer avec Mathias. Guy a parlé d'aptitude et c'est ce que l'intelligence artificielle va nous apporter. Des aptitudes additionnelles. Donc, cessez d'acheter les aptitudes dans les écoles traditionnelles. On peut les avoir. Mais il a dit les attitudes. C'est ce qu'on ne donne pas dans les écoles traditionnelles. Or, aptitude plus attitude vous permettra d'atteindre l'altitude qui est l'élément le plus important. Franz Mathias, 2 questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a un parcours commun. Je dois vous dire que je suis un folie ingénieur. Donc, je fais 3 ans, après ça, je me quitte les paroles là. Mais lui, il est ingénieur de son état. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à croire que c'est en 2022, avec ChatGPT, qu'on a connu l'intelligence artificielle. Guy est un ingénieur également. Hein? Donc, on sait bien que ça date depuis les années 50, l'intelligence artificielle. Mais Franz, lorsqu'on était à l'école de génie, je vois la tête de Patikati également, vous vous rappelez comment on dormait très mal avant un examen de Pascal, de COBOL, qu'on devait programmer pour rappeler tous les if then et tous les 1, 2, 3, 4 qu'il fallait faire. La vie est devenue tellement facile dans les années 90 lorsque user-friendly. Et aujourd'hui, c'est même pas user-friendly, c'est on connaît notre intention et le ChatGPT ou encore tout ce qu'il y a en quelque sorte. Quelle différence que ça fait pour vous après les nuits que vous avez ratées? Je vais solliciter de la part de nos correspondants étrangers d'utiliser une intelligence artificielle parce que je vais m'exprimer en créole. Gain qui fait travail ça pour nous. Il est extrêmement important pour nous parler de l'intelligence artificielle là dans le contexte de développement pays nous et de développement monde qui est dans le pays nous. Il commence par l'éducation. Généralement, les éducation, le premier réflexe, c'est de voir des enfants qui courent avec des pantalons coûtent les petits, pantalons pilons les plus grands, qui allent dans l'école, qui apprennent pour le professeur faire une équipe bagaille. L'éducation, c'est bien plus que ça. C'est l'éducation des responsables aussi. Parce que la politique publique dépend de une équipe qui va prendre des décisions, qui a des effets sur la vie. Nous, il faut que une éducation pour comprendre qui ça peut pied là. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle est. Parce que désormais, elle est partout. Elle est inévitable. Que nous voulons que nous ne pas elle là. C'est bon pas au cas virer autour de lui, non? Elle là. La chose la plus intéressante à faire l'intelligence artificielle, c'est que nous avons posé des questions dans la langue PAO. Il comprend en créole. À l'aise. Il répond nous en créole à l'aise. Il corrige le créole à l'aise. Donc, on ne peut pas prendre une décision pour jouer autour de lui. Il faut qu'on rentre là-dedans. La question c'est qui Jean? Et la question ça demande non seulement intelligence non artificielle, mais clarté dans qui ça ne va le faire, qui ça ne besoin de mener pays. De ce fait, il demande éducation de la part de monde qui va prendre une décision. Ça.
faut que vous connaissiez qui ça mettre pied. Il est intéressant pour ne pas l'intelligence artificielle pour nous connaître qu'il saute loin, il saute longtemps. Bizarrement, l'une des personnes qu'on appelle le père de l'informatique, et tout le monde qui est l'informatique connaît ça plus ou moins, Alan Turing, c'est monsieur qui paraît avec notion ça. En 1950, il écrit un livre sur lui. Pourquoi monsieur il a dit made machine comme si il a aimé machine penser même genre monde. On est arrivé à ce stade. Montre le micro. Montre le micro. Le micro n'est pas là. C'est bon. Ah, je m'excuse. Hein. Et nous avons aimé que nous comprenions que depuis 1950, il y a travail sur lui. Le problème, c'est que pas de assez de bagages pour faire. Les ordinateurs étaient trop grands et trop peu nombreux. Pour nous comprendre qui j'ai une intelligence artificielle. Alors, j'ai posé la question à certaines personnes. Si je demande n'importe qui dans la salle, et ça inclut aux experts, expliquer l'intelligence artificielle en 10 minutes, je n'ai pas l'impression d'avoir 23 réponses. La chose est sérieuse, elle existe, et puis il y a très peu de monde qui comprennent ça lié. Et là, écoute, c'est un passage obligé. On ne paye pas qu'à fond pas si on ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Et puis c'est là le paradoxe. Si on mal utilisé, écoute, de mauvaises questions donnent de mauvaises réponses. Monsieur, la personne du PNUD qui était là tout à l'heure, j'ai oublié son nom, c'est pas le responsable. Monsieur Zumba qui est intéressant, c'est un bail pour nous comprendre l'intelligence artificielle. Ce sont des machines, est-ce que vous des machines, ce sont des bagailles, pour dire américain, for the lack of a better world, c'est des bagailles qu'on entraîné. Pire, ils fait des machines qui entraînent des machines. Mais les machines, il faut qu'ils aient un entraînement préalable. Qui est-ce qui entraîne? Si son monde qui entraîne, il a tendance à prendre un morceau de la personnalité de monde, ou bien ensemble de monde. Donc ça veut dire que pour nous mettre pied là-dedans, de telle sorte que nous-mêmes, nous rentrer dans l'entraînement machine, politique publique, mais survie de mon pays d'où? Éducation. On va parler pour vous. Éducation. Et de tous. Et la chose la plus intéressante de ce qui a passé là, c'est que l'intelligence artificielle a aidé l'éducation. Il a retiré la notion de ça, de maître là. Nous tous là, qui ont un petit peu plus que 40 ans, moi-même, nous parlons d'un maître. Maître un tel, maître ceci. Cette personne, elle avait la maîtrise de la connaissance. C'est elle qui connaît. Et puis elle parlait pas bouffou, pas grand yon qu'a dit. Et c'est ça qui se dit là, et c'est la chose intéressante. Désormais, il y a pile d'informations qui est disponible. Il faut qu'il y ait un monde qui coach pour le faire comprendre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'intelligence artificielle là, il permet tout ça sous demander aux questions en bien. Là encore, on a besoin d'éducation. Très bien, à fini. Bon, je demande excuse quand même. C'est pas grave. Peut-être 25 ans plus tard, pour pression de Kanbao. C'est qu'à peut-être, pas même que cheveux bleus, pas que cheveux du tout. Ça veut dire, nous avons programmé des infotels en province. Si, plusieurs. Côté pas rien comme Internet. Et c'est cette compagnie qui s'appelle Netcom, et pas Natcom, non, Netcom, qui première institution, entreprise qui a mis que dans Jacmel, que dans Okaï, que dans Port-de-Paix, Internet. Donc, on connaît des pression. Jérémy, Jacmel. Comment tu fais ça? Parce que pas de poser des questions, je juste dit, moi, je vais faire un fauteuil, dégage-vous. Et l'important, ma fait rappelle ça, mais rappelle ça, c'est pour avoir une perspective de qui j'en ai vivre de manière différente ce 25 et puis pour apprécier. Bon, me dit, moi, ça, bon, 5 minutes, bon, moi, si je vais dire 5 minutes. T'as un moment, et je crois que le monde peut beaucoup plus de détails là-dessus, côté, il dit, développement mon pays dépend de quantité de lignes téléphoniques qu'on a là. C'est-à-dire que dans chaque cas, il y a un téléphone, qui quantité de lignes téléphoniques. Donc, il y a des pays comme les pays scandinaviens qui sont très avancés, qui ont presque 80 lignes de téléphone par 100 habitants. C'est une grosse affaire. Les États-Unis ont 60, 70, etc. Pas très longtemps, ici, ils ont 20 par 100 habitants, ou même 18. Il y a un monde qui a 25 000 lignes téléphoniques en Haïti. Je ne parle pas de 2000, je ne parle pas longtemps de 1950, 2000. Pas de 25 000 lignes claires qui ont marché. Et nous avons là, ça a passé. Explosion ça. Tout le monde a un téléphone. Pratiquement tout le monde. Il y a dit que pénétration 35%, même pourquoi je me passe son côté en Haïti. Le monde qui a une machine en Haïti. Ou pas un monde avec un téléphone dans la main. Tout le monde a un téléphone. D'après ça, il y a plus de 6 ou 7 millions de téléphones en Haïti.
Son population de 12 millions, ça fait 50% de monde qui ont un moyen pour parler avec Internet. Ça, c'est son premier bagage. Deuxièmement, pour me répondre à une question de manière spécifique, ça nous oblige de faire, vu que nous n'avions pas l'infrastructure nécessaire pour mener Internet là, malgré l'époque Internet, c'est un petit petit en termes de bande passante, nous devons utiliser des satellites. Nous avons une très bonne maîtrise de qui ont capé un satellite ou mettre n'importe côté. Un satellite toujours regarde dans l'air, il y a un wall tellement loin que généralement pas boucher, tu peux communiquer avec. Il y a peut-être 20 ou 30 ans, satellite qui était c'était des satellites géostationnaires. Ils campent à 40 000 km de la Terre, et puis ils campent à regarder même côté. Donc quand tu mets une grosse boîte, je ne vais pas exagérer, non? Un gros dish, 2 mètres 4 et 4 mètres, 6 mètres de diamètre, on va qui presque gros là, pour la regarder les satellites là, et puis on a un petit bandwidth, tout petit coup, un paquet de l'argent. Et puis on a regardé Kounia là, nous tous qui vivons là en Haïti. Tout le monde qui vit sur la Terre. Je ne sais pas une particularité spéciale pour ça qu'on fait là, non? Mais nous, on va écrire les Starlink pour me un exemple parmi tant d'autres. N'importe qui a 200 mégabits par seconde la Kaili. 200 mégabits. Pour nous comprendre bien, en 1995, 45 mégabits par seconde a coûté 500 000 à 1 million de dollars par mois. Je vais me répéter. 45 mégabits par seconde sur une de satellite a coûté entre 500 000 et 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars par mois. Starlink a 200 mégabits qui c'est 4 fois 45 à 50 dollars. Et là, même tout le monde a joué, pas Digicel mal rien avec Digicel ou avec Natcom et les autres. Tu prends ton téléphone, ou plug le mail, on va battre jour qu'elle a 40, 50, 60, 100 mégabits par seconde. C'est progrès ça. Et c'est progrès ça pour nous assurer que nous prenons l'opportunité ça, que la technologie au ban nous. Et ça inclut l'intelligence artificielle là pour nous mener le pays de l'autre côté. De Infotel, l'un gourmet pour nous faire 200. L'un 228 km par seconde, c'est ton fait, oui. Quand il y a la 128 km par seconde, qui est-ce qui pourra l'occuper 128 km par seconde? On ne sait pas avec non? L'exister, bon, on ne va pas connaître l'exister. Mais quand il y a là 2 mégabits par seconde, n'importe où qui la Kaili, avec n'importe fournisseur, et tu ne t'en rends même pas compte. Pour me terminer, on date mal en Europe. Mal en côté en Europe, là, qui est sur la frontière Allemagne. Et puis, mon ordinateur m'a essayé de download un fichier. Je pèse un bouton, mon ordinateur pas occupé. Je pèse encore. Après 5 ou 6 pesées, c'est un fichier de 20 ou 30 mégabytes. Après 10 ou 20 pesées, je me dis, ça qui passe là, je me suis dit, vous ne pas imaginer qu'on a un gigabit par seconde dans la caille moyen. Donc 20 mégabits par seconde pour moins qu'une seconde pour le rentrer plot. Donc là, je suis pesé comme un imbécile là, parce que je m'habitue avec rien. Je suis pesé plusieurs mêmes fils là. C'est ligne là qu'on y a là. Il y a 200 mégabits par seconde en Haïti là. Il y a une intelligence artificielle qui est disponible pour nous. Éduquer tête nous, éduquer les gens qui sont responsables nous pour nous faire une utilisation sérieuse de lui, pour ne pas courir, monter, courir, descendre avec des héros qui ont pression, je mettre des têtes là pour lui pour l'humain, pour well. C'est ça nous vivons là. Prenez cette opportunité au sérieux, comprenez-nous, et m'a répété lui, vous serez surpris que si nous demandons n'importe qui, ça inclut des experts, c'est intelligence artificielle liée, et après commencer à virer. Il n'est pas cas, il n'est pas simple. Juste pour m'aller bon petit bail celui que me comprendre que me connais. Yo pas fin trop clair qui j'ai l'esprit de travail mais le travail sur un bagage on qui ba nous gain créer les neurones. C'est vous plein yo. Et yo pas jamais travailler de manière individuelle. On voit qu'on neurone qui font bagage. Là par exemple besoin qu'on qui non monde gagne un neurone de climat puis l'autre yo commence à checker ça qui passer là. Vite tout le temps. Même peut-être dit tout le temps pas qu'on idée gens tout le temps. On demande on s'emballer on fait des on bail qui les un gros mot veut dire regarder qui activité tête ou fait tomographie on va ça on avait non bah ça là ou gain neurone humain là ça détecte l'humain ça là l'humain juste parce qu'on cherche non monde ça n'est que fait pour faire bagaille qui l'intelligence artificielle là yo pour une équipe machine un paquet ordinateur yo met ensemble pour connecter un petit même genre neurone monde et c'est là-bas la vie compliquée. Et c'est là qu'il faut programmer machine ça pour parler l'une à l'autre. Et c'est là pour apprendre machine ça qui parle pour répondre de manière claire et contextuelle. Et c'est là qu'il y a une opportunité pour nous en Haïti pour tout le monde nous cacher changeant pour faire bagaille ça au marché, on gens qui profitent d'Haïti. C'est pour le moment la profiter de l'autre monde. Merci.